Bon les amis, on se retrouve enfin pour le 4e épisode des Horror Nights et ce sera également le dernier épisode de cette année. Non pas que je veuille plus vous faire de vidéos, mais surtout parce que j'ai pas envie de faire que la même chose. Surtout que comme vous le savez peut-être, de nouvelles choses arrivent et donc je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur le divertissement et également changer un petit peu les sujets des vidéos qui d'ailleurs, vous l'avez remarqué, ne sont plus forcément le jeudi et on ne va pas tergiverser, on va partir tout de suite sur la première histoire et aujourd'hui le thème c'est les creepypastas qui sont en fait des faits réels. Vous êtes prêts ? C'est parti. L'ermite du Maine. Les habitants de North Point dans le Maine ont remarqué que très souvent des objets disparaissaient de chez eux. Mais ce n'étaient pas des choses comme des portefeuilles, montres ou téléphones. Non, rien de valeur ici, mais plutôt des objets genre beurre de cacahuète ou divers fruits cueillis récemment comme des pommes. Étant donné que ce n'était pas des disparitions d'objets hyper chers et hyper graves, les gens ne se sont pas forcément posé beaucoup de questions au début. Ils pensaient surtout qu'ils avaient juste manger ça et qu'ils avaient oublié, ou alors qu'ils avaient raté une ligne de leur liste de courses en faisant les courses et que bon bah voilà ça arrive. Ils en parlaient vite fait entre eux et même s'ils trouvaient des points communs les uns avec les autres entre voisins, et ben ils s'inquiétaient pas plus que ça. Et je vous avoue que moi ça m'aurait très vite fait péter un câble parce que le beurre de cacahuète c'est cher, c'est pas donné. Oh les gars on est où là? Bref les cambriolages ont continué et se sont pas mal multipliés même, jusqu'à ce qu'on dénombre plusieurs milliers d'objets disparus, et ce en plusieurs années. Et c'est seulement ce palier passé que les gens se sont dit que peut-être éventuellement ce n'était pas si anodin et qu'il fallait peut-être en parler à la police. Et donc d'un seul coup, la police du coin a commencé à recevoir de plus en plus d'appels pour signaler des petits objets disparus. Et ça a commencé à leur titiller un petit peu l'oreille, parce qu'ils en avaient marre de recevoir tout le temps des appels pour du beurre de cacahuète disparu, ou un pot de Nutella, ou un sachet de pain de mie. Donc, ils ont enfin lancé une enquête. Et cette dernière a été assez vite résolue, car ils ont très vite trouvé un homme en train de sortir d'une maison qui ne lui appartenait pas du tout, avec bien sûr dans ses mains des aliments. Cet homme, c'était l'ermite du Maine. Et cet homme a d'ailleurs un prénom, Christopher Knight. C'était un homme de 47 ans qui avait décidé de partir vivre seul et sans rien en forêt quand il avait 20 ans, donc pendant 27 ans, quittant délibérément sa propre maison avec seulement quelques affaires pour commencer une vie en autarcie dans la forêt à côté de la ville. Et si je vous raconte cette histoire, bien sûr, c'est parce qu'elle s'est transformée très vite en creepypasta qui a fait tout le tour du pays. À un tel point où les gens se demandaient réellement si c'était une vraie histoire ou juste une creepypasta qu'on racontait pour un petit peu effrayer les gens du coin. Le boogeyman de New York, Cropsey. Cropsey fait partie de ces légendes de boogeymen destinées à faire peur aux enfants et les rendre un petit peu plus obéissants quant aux dangers de la vie. À Staten Island, tous les enfants connaissent cette histoire car les parents du coin se sont assurés qu'elle leur rentre bien en tête. On parle ici d'un homme qui emmènerait les enfants désobéissants qui se baladent seuls, surtout le soir, mais il ne fait pas que les emmener. Il les traîne donc jusqu'au système de tunnel du sanatorium abandonné avec son crochet, puis les découpe, donnant même naissance à un film d'horreur en 1981. Beaucoup de parents et de frères et sœurs ont donc utiliser cette légende pour faire peur aux plus petits de la famille. Mais si je vous disais que cette légende n'en est pas une et qu'elle est beaucoup plus sombre que ce que je viens juste de vous raconter. André Rand a travaillé comme concierge à la Willowbrook State School, un nom qui aujourd'hui fait frémir de peur toutes les personnes vivant à Staten Island, et bien évidemment à cause de cette histoire-là. Cette école a été construite spécialement pour les enfants dits avec une déficience intellectuelle, et il a été révélé qu'elle était juste un lieu comparable à l'enfer pour eux, jusqu'à sa fermeture en 1987. Cette école renfermerait en fait toutes les sévices les plus sombres que pouvaient vivre des enfants. Beaucoup ont été victimes d'abus sexuels et de châtiments corporels très violents. Ils vivaient quasiment les uns sur les autres, car l'école était surpeuplée de plusieurs fois sa capacité d'accueil et l'entièreté du lieu était insalubre, avec des moisissures qui parcouraient les murs et les plafonds et des cafards et blattes qui se baladaient librement. Et si vous vous dites que c'est déjà beaucoup, sachez que ce n'est pas tout. Ce lieu servait aussi pour la recherche médicale. Vous vous doutez de ce que ça veut dire. Évidemment, ça allait au-delà de toute éthique et toute morale. Ces expériences étaient faites au nom de la recherche sur l'hépatite. Les enfants se voyaient injecter le virus délibérément et de manière totalement consciente de la part du personnel médical, et vous vous en doutez, beaucoup sont tombés gravement malades à cause de ça. Bien sûr, personne ne savait ce qu'il se passait dans cet endroit. Les parents avaient laissé leurs enfants dans des services de placement sociaux, ces derniers leur enlevant toute responsabilité de ce qu'ils vivaient par la suite. Leurs enfants n'étaient donc plus leurs enfants aux yeux de la loi. Et c'est en 1972 que Geraldo Rivera a fait un reportage sur ce qui se passait à Willowbrook. On y voit des enfants couchés sur le sol, sous les lavabos, visiblement tous maigres et très certainement affamés. Les images sont dures
et choquante, et cela a fait réagir énormément de personnes tout autour du pays dès la publication de ce reportage, ce qui mènera par la suite à la fermeture de l'école. 15 ans plus tard. L'indignation générale a fortement participé à l'adoption de la législation générale visant à protéger les personnes avec des déficiences mentales et handicap, ainsi que toute personne institutionnalisée. Parce qu'avant, ces personnes étaient à peine reconnues comme humaines, et donc n'avaient pas plus de droits aux yeux de la loi que des objets. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. On arrive donc enfin en 1987. L'école ferme et André Rand, l'ancien concierge de ce lieu infernal, est arrêté. Ça pourrait évidemment être à cause des faits qui ont fait fermer l'école. Mais non, on va bien au-delà. À ce moment de l'histoire, Rand vivait dans un camp de fortune qu'il avait fabriqué sur le terrain de l'école, qui était désormais abandonné. Il n'avait donc plus de travail et passait ses journées dans cet endroit pour survivre. Enfin, pas l'intégralité de ses journées, on va dire. Comme je vous l'ai dit, il a été arrêté. Et la raison, c'est qu'il a été arrêté à cause de la disparition d'une fillette de 12 ans. Son corps a été retrouvé un mois après l'arrestation de Rand, enterré très peu profondément sur le terrain de l'école. Mais ce n'est pas la première fois qu'il avait affaire avec la justice et les crimes. Il a été condamné à 16 mois de prison en 69 pour une tentative d'agression sexuelle sur un enfant de 9 ans. Puis en 83, il a carrément détourné un bus plein d'enfants qui se rendaient à l'aéroport. Il a été arrêté avant de faire quoi que ce soit et a refait un tour en prison mais est ressorti très vite. En plus de ça, il est soupçonné dans beaucoup d'affaires de disparition, une en 72 d'une petite fille, une autre en 1981, d'encore une fille de 7 ans, puis une troisième qu'on a vue pour la dernière fois avec Rand avant sa disparition, et même un jeune homme handicapé de 22 ans en 84 qu'on a vu pour la dernière fois avec Rand dans un restaurant. Et pour toutes ces affaires, les preuves étaient classées insuffisante pour inculper Rand pour meurtre. La seule fois où il a été vraiment condamné et la seule peine qu'il a purgée, ça a été une peine de 25 ans pour la disparition et le meurtre de la petite fille dont je vous ai parlé juste avant, celle de 12 ans qui a été retrouvée sur le terrain de l'école. Il aurait été éligible à la libération conditionnelle en 2008, mais bien heureusement, son codétenu a pris des notes de leurs conversations privées et les a données à la justice en 2004. Dans ces conversations et dans ces notes données à la justice, Rand explique à son codétenu comment il a enlevé une petite fille. Il y donne tous les détails, que ce soit le lieu, la manière de faire, comment il l'a utilisé à sa guise et comment il l'a tué. Et ceci permet de le faire condamner pour une nouvelle peine de 25 ans, poussant son enfermement à 2037 quand il aura 93 ans. Je vous avoue qu'on sort un petit peu du registre habituel des créatures fantastiques et des histoires d'horreur qui font un petit peu peur, et que là, sur ces deux dernières histoires, on a commencé à se diriger vers le true crime, comme avec l'histoire de Daniel Laplante. Et je vous le dis tout de suite, ce sera une des dernières fois, ce sera très rare, parce que écrire ce genre de choses, je vous cache pas que ça m'atteint beaucoup, je suis très sensible à ce genre d'histoire, et c'est vrai que c'est pas forcément mon plus grand kiff. Ce que j'aime avec les créatures fantastiques et certaines histoires d'horreur, c'est qu'on sait d'avance que c'est du faux, on est libre bien sûr d'y croire, mais on se les raconte pour se faire un petit peu peur, mais la réalité c'est que on sera jamais touché par ces histoires. Alors que là on parle de réelles personnes qui ont fait de réelles choses. L'ancrage avec la réalité est beaucoup plus dur et ce n'est pas quelque chose que je cherche dans mes contenus. Donc voilà, allez, on passe à la troisième histoire. Bunnyman. Est-ce que vous aimez bien les lapins? En tout cas, moi je sais que vous aimez bien les histoires que je vous raconte. Donc peut-être que celle-là, on part donc sur l'histoire de Bunnyman. Une histoire qui a beaucoup fait parler d'elle dans le comté de Fairfax, en Virginie. À la base, on parlait d'un esprit. Un esprit rôdeur qui se baladait dans la forêt à la recherche de personnes à effrayer. Et puis la légende a évolué et on a commencé à décrire ce Bunnyman comme un homme, toujours se baladant dans la forêt avec un costume de lapin, très abîmé et plein de terre, et avec une hache qui plus est. Et je vous avoue que cette fois, c'est pas juste pour faire peur. C'était surtout des enfants qui se racontaient cette histoire, et même parfois leurs parents pour ne pas qu'ils s'aventurent dans les coins reculés. Mais en octobre 1970, un article du journal local est sorti. Un homme en costume de lapin activement recherché. Un jeune couple tournait en voiture pour se garer en allant chez un oncle après un match de foot. À peine garés et avec toujours le moteur allumé, ils se sont rendus compte qu'un truc bougeait dans la pénombre. Ils ont plissé les yeux pour mieux voir, réflexe un petit peu merdique si vous voulez mon avis, parce que du coup quand tu plisses les yeux tu vois moins bien, et d'un seul coup la vitre passager arrière
a explosé. Au même moment, un homme au costume de lapin est sorti de l'ombre et a commencé à leur hurler dessus en leur disant que ce n'était pas leur propriété, qu'ils n'avaient aucun droit de se garer ici et qu'il fallait qu'ils partent tout de suite, sinon il allait les tuer. Ils sont bien sûr partis en trombe, ils n'ont pas cherché à discuter. Et pendant qu'ils roulaient à toute berzingue, l'un des deux a regardé à l'arrière pourquoi la vitre avait explosé, et la personne qui a regardé a vu que par terre, au niveau du sol de la voiture, se trouvait une petite hache. Autant vous dire que si elle avait atterri ailleurs, cela aurait pu être autrement plus dramatique. Par la suite, et dans la même ville, il y a eu pas moins de 50 appels à la police pour dire qu'un homme dangereux en costume de lapin se baladait. Et malgré 2 enquêtes ouvertes, la police a dû les fermer faute de preuves. Charlie No Face. Il y a une histoire terrifiante que j'avais commencé à vous raconter il y a un an, quand j'ai ouvert ma chaîne TikTok. C'était celle de Charlie No Face, aussi appelé l'homme vert. Cette légende, c'est celle d'un homme quasi sans visage qui aurait subi un accident mettant en cause de l'acide et des produits chimiques, ou encore de la foudre lui frappant directement le visage. Vous l'aurez compris, les origines de son histoire changent selon la personne qui la raconte, mais toutes les versions s'accordent à dire que Charlie No Face se promène sur les bords de route quand il fait nuit. On le voit à peine, et quand une personne assez curieuse ou gentille s'arrête pour savoir s'il a besoin d'aide, elle se retrouve pétrifiée d'horreur. En effet, quand Charlie se retourne pour regarder la personne, elle se rend compte que son visage n'existe presque plus. Sa peau a fondu comme de la cire de bougie et son nez est coupé en plein milieu. Il n'en ressort qu'une sorte de liquide verdâtre, sûrement dû à l'infection qui n'a jamais cessé, et également expliquant l'origine de son surnom, l'homme vert. Et finalement, la peur, c'est tout ce que la victime subit, car Charlie n'attaque absolument personne et ne fait de mal à personne, en tout cas pas de sa volonté. On raconte également que si on va tout au bout de la route où vit Charlie, dans le comté de Beaver, eh bien il y a un tunnel, et que si on se met en plein milieu de ce tunnel, là où on ne distingue ni l'entrée ni la sortie, il suffirait d'éteindre totalement le moteur et les phares, et l'endroit commencerait à se charger en électricité, invoquant Charlie, l'électricité lui rappelant son accident et l'attirant comme une mouche. Mais tout ça c'est faux, enfin en partie. Le vrai nom de Charlie No Face, c'est Raymond Robinson, que tout le monde appelait Ray. Et c'est en août 1919 que son histoire commence. Ray avait 8 ans et se promenait avec sa sœur et ses amis lorsqu'ils ont remarqué un nid d'oiseau en hauteur au sommet d'un arbre. Pour mieux le voir, parce qu'il était très curieux et adorait les oiseaux, Ray a décidé de monter tout en haut de l'arbre. Mais par accident, il a touché un fil électrique qui traversait ce même arbre. Ray a été très gravement électrocuté. Son nez, ses lèvres, ses oreilles et ses yeux ont été très gravement atteints, et carrément même une de ses mains a été soufflé par le choc. Il a survécu, provoquant l'émerveillement auprès de tout le corps médical de l'époque, parlant de miracle, et provoquant en même temps l'indignation de toute personne qui le croisait. Il a été délibérément isolé par sa famille, n'avait pas le droit de manger avec eux, ou encore de sortir de son propre chef. Et pourtant, Ray n'a pas vécu ça comme de la maltraitance. Il a pris le temps d'apprendre à lire le braille, et s'est aussi mis à la confection de petits accessoires, comme des portefeuilles et des paillassons à base de vieux pneus, et le reste du temps, il écoutait la radio, et était passionné par chaque match de baseball qui y était diffusé. Une fois devenu adulte, ses parents lui ont construit une sorte d'appartement dans leur garage, pour qu'il continue sa vie, loin des projecteurs qui pouvaient se braquer sur lui à cause de son apparence. Mais évidemment, et c'est normal, il s'est lassé de cette vie digne d'une prison. Et il s'est mis à sortir le soir en cachette pour aller marcher au bord des routes, pour respirer l'air du vrai monde. C'est ainsi que la légende est né. Et une fois ancré dans la vie locale et commençant même à s'exporter aux états voisins, des personnes curieuses ont voulu venir pour le rencontrer et ont donc commencé à sillonner les routes d'Hollywood City pour rencontrer ce fameux Charlie No Face, pour voir s'il existait vraiment. Et pour tout vous dire, Ray, dès qu'il entendait une voiture commencer à freiner pour s'arrêter près de lui, s'immobilisait. Si les gens faisaient ça pour se faire une petite frayeur et se prouver qu'ils étaient courageux, ils ne se rendaient bien évidemment pas compte que la vraie terreur émanait d'eux. Parce que oui, vous le savez, les humains sont la pire espèce vivant sur cette planète, principalement à cause de leur cruauté malsaine. Et bon nombre d'entre eux, en trouvant Ray, lui ont fait subir toutes sortes de choses. Certains le prenaient de force dans leur voiture pour aller le jeter quelques kilomètres plus loin, et bien en s'amusant du fait qu'il soit aveugle et imaginant qu'il allait se perdre. D'autres lui proposaient des bières et des cigarettes, et en réalité le forçaient plus qu'autre chose, et en fait à la place de la bière, eh bien c'était de la pisse. Bref, Ray n'a jamais compris pourquoi le monde était ainsi. Et je sais que vous vous demandez, alors pourquoi s'il subissait tout ça, il continuait de marcher au bord des routes? Eh bien c'est parce que parfois, dans de rares cas, il rencontrait de très bonnes personnes. Elles lui proposaient
de vraies bières et surtout de vraies balades, de vraies discussions et même de tirer au pistolet sur de vieilles carcasses de voitures. Bah oui, oubliez pas, on est en Amérique quand même. Et une chose incroyable, c'est que Ray n'en voulait à personne et que les personnes gentilles avec lui, l'ayant rencontré, se souviennent de lui comme la personne la plus bienveillante qui soit, donnant toujours de la joie de par son authenticité, sa gentillesse et son attention qui a très souvent changé leur vision de la vie. Et pourtant, ce qui est particulier avec tout ça, eh bien, c'est que les gens veulent plus facilement croire en la creepypasta qu'en le fait de la réelle existence de Ray. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais je trouve que cette dernière histoire est parfaite pour clore à la fois l'épisode et à la fois eh bien, la série des Horror Nights pour le moment. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous allez laisser peut-être un commentaire, la partager, laisser un like, vous abonner, peu importe ce que vous voulez. Merci beaucoup d'avoir regardé, très bonne journée à vous, et moi je vous dis salut.